Après une session de découpe au projecteur qui s'est révélée assez épique, a failli mettre en danger tout le projet en n'ayant plus assez de tissu pour couper les dernières pièces, et enfin en le rafistolant la pièce d'eau pour compenser le retrait d'un carré d'échantillons de 10 par 10 sur mon coupon, je vous retrouve aujourd'hui pour la confection du trench coat en version manteau d'hiver, vu que j'ai utilisé une laine épaisse. Et franchement, il était temps, parce que cette série, elle a que trop duré, ça fait déjà plusieurs épisodes où il n'y a aucun reveal, donc là je vous le promets, à la fin de cette session, vous l'aurez votre reveal. Vous le verrez, le premier prototype, enfin porté. Je vous avais quitté sur le fait que j'allais m'atteler à la préparation des pièces manches et l'assemblage de la doublure avec les parmentures. Et j'avais eu cette réflexion lumineuse. L'étape de confection sera probablement plus longue étant donné que je vais devoir prendre en photo chacune des étapes afin de documenter mon livret d'instructions. Sauf que la prise de cliché, elle aura duré que le temps de monter la doublure sur la parmenture. En fait, j'étais dans le feu d'action et j'ai tout simplement oublié de prendre des photos au bout d'un moment. Je pense qu'on est en plein dans le concept du flow. Vous savez, vous êtes une machine. Tout ce qui n'est pas en lien direct avec votre activité est évacué de votre esprit. En gros, prendre des photos, répondre au téléphone, vous nourrir, dormir ou même aller aux toilettes, non, tout ça, ça passe à la trappe. Je peux tout simplement pas faire deux choses à la fois quand il s'agit de couture. Donc me revoilà, au moment où je m'apprête à monter les pièces d'eau ensemble, et j'ai décidé de faire des coutures rabattues. C'est plus long et ça demande plus de concentration, d'où l'oubli de prendre des photos. Pour les coutures rabattues, on coud envers contre envers. C'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. La marge de couture va pointer à l'extérieur du vêtement. Donc après avoir pressé les marges de couture ouvertes, on va dégarnir une des marges. Tandis que la seconde marge, on va la replier sur elle-même, puis on va la rabattre sur la précédente. On va venir la piquer à 1 mm du bord de la marge repliée pour la garder bien plaquée contre le dos. L'avantage de cette couture, elle est renforcée, et elle a le mérite d'être élégante. Elle donne un relief et un cachet au manteau que j'apprécie particulièrement. Ça y est, j'ai ma doublure avec ma parmenture totalement cousue, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que comme j'avais pas fait mon patron jusque tout du long, je m'étais pas rendu compte que mon droit-fil n'était pas parfaitement aligné. Et en fait, c'est ce qu'on peut voir maintenant, c'est que ce pan-là, il croise avec l'autre, parce que je suis pas dans le droit-fil en fait. Si j'avais été bien dans le droit-fil, normalement, ce pan, il devrait bien s'aligner parfaitement droit. Ce qui signifie que, du coup, mon droit-fil, il faut que je le redresse. J'ai refermé ici avec une pince de 5 cm et tout de suite, le devant tombe bien droit, tandis que l'autre, comme vous pouvez le voir, celui-là, il essaie encore d'aller en diagonale. Donc c'est vraiment juste une petite pince à faire et ça va redresser. Et vous allez voir que ce problème-là est encore plus accentué sur la coque extérieure parce que j'ai des motifs. Sur le côté, on se rend compte qu'en fait, ça bascule vers l'arrière. C'est le même problème, effectivement. Donc quand on fera une pince sur le côté, ça va remonter également le dos et donc tout va être bien horizontal par rapport au sol. Le seul moyen de rectifier, ce serait en faisant la fameuse pince. Mais si je fais ça, je vais avoir une couture toute moche en plein milieu de mon manteau. Donc tant pis, on le fera pas. On aura un prototype qui n'est pas super bien équilibré. Mais bon, c'est un prototype, hein, c'est là pour ça justement. J'ai pas encore assemblé la coque extérieure et la doublure pour la simple raison qu'avant de tout refermer, il faut que j'intègre les poches. Je vous l'avais dit, je vais attendre d'avoir créé le manteau pour me rendre compte à quel endroit je veux mettre les poches. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai simulé là ce matin avec une bande de papier pour visualiser à quelle hauteur et à quelle profondeur je voulais mes poches. Et une fois que je l'ai déterminé, j'ai tout simplement créé mon patron. Je me suis fait une version toile pour tester la profondeur et voir si ça me convenait bien. Et surtout vérifier que je maîtrisais bien la poche paysanne. Alors, je crois pas que ça s'appelle poche paysanne. Sur internet, le terme c'est une poche raglan. Mais c'est exactement ça que j'avais en tête. Et donc c'est bon. A priori, je l'ai bien réussi. Donc je vais pouvoir passer directement sur la version prototype, sachant que ce sera peut-être un peu plus complexe parce que là c'était un espèce de tissu sergé, c'est assez facile à plier, à coudre, etc. Là c'est de la laine, ce sera peut-être un peu moins évident. Mais bon, je vais m'occuper des deux poches raglan de part et d'autre et on se retrouve après. La poche raglan demande pas mal de rigueur, notamment dans le respect des étapes. La première fois, j'ai suivi le tutoriel des lubies de Cadia. Ses explications étant très claires, le résultat fut pleinement satisfaisant. D'autant plus que je m'étais entraînée sur une chute de sergé au préalable. Depuis, j'ai dû refaire un second prototype que je viens tout juste d'achever cette semaine, et forte de la première expérience, j'ai cru que je pourrais reproduire le même résultat sans suivre le tutoriel en totale improvisation. Eh bien, je peux vous assurer que ce fut une très mauvaise idée, car ma première expérience remontait déjà à plus de 3 semaines, et ma mémoire est peut-être moins bonne que ce que j'estime. Bien sûr que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et que j'ai dû ressortir plus souvent que je ne l'aurais souhaité le découp vite.
Sachant que je dois monter mon 3e prototype ce week-end et que le montage de cette version doit être parfait, étant donné que ça va me servir à filmer le tutoriel vidéo, je pense que je vais m'entraîner. Rassurez-vous, je ne suis pas aussi dilettante qu'il y paraît. Lors du premier montage, j'avais fait attention à reprendre en note chacune des étapes en prévision du tutoriel et du livret d'explication. Et j'ai bien l'intention de m'appuyer sur ces notes et sur le tutoriel de Cadia pour suivre pas à pas les bonnes étapes, et avec un peu de chance, ça se passera bien. Sinon, je suis quitte à remonter un 4e prototype. Par contre, ne venez pas me reprocher le fait que je reprends le tutoriel de Cadia. Parce que comme il est coutume de dire, on ne s'inspire que des meilleurs. Son tutoriel, il est clair et pédagogique, je pense pas pouvoir faire mieux que ce qu'elle propose. Je vais quand même essayer de me réapproprier les explications avec mon propre vocabulaire, histoire de ne pas faire un copier-coller. Mais clairement, les étapes seront exactement les mêmes, parce que j'ai rien de mieux à proposer. Bien sûr, je vous invite tous à aller voir la chaîne des Lubies de Cadia, et notamment ce tutoriel que je vous mets en barre de description, pour pouvoir lui montrer votre soutien à son travail. Ça y est, je viens de finir mes poches, mes fameuses poches raglan. Et est-ce que j'ai le droit de le dire, mais elles sont magnifiques. J'adore. Parfaites. Super confortables, parce que j'ai mis l'intérieur, donc le dessous de poche, dans la même laine. Donc elles vont être chaudes. Par contre, l'intérieur, le dessus de poche, celui-là, c'est juste la doublure comme ça. C'est pas non plus trop de surépaisseur. Donc c'est parfait, c'est à la fois chaud, mais pas trop épais. Quand je vous dis que les poches sont vraiment parfaites, je peux entrer toute la main et tout le téléphone. Ça, c'est de la perfection. Donc ce qu'il me reste à faire là, ça va être de monter le col. Il est déjà préparé, surtout le dessous de col, je l'ai entoilé, je l'ai surpiqué. Et je vais pas faire le montage dès ce soir parce que je sens que je vais me planter, parce que là, si vous regardez bien, quand j'aurai donc monté les 2 pièces ensemble, j'aurai plus les marges de couture. Et là, j'ai encore les marges de couture. Donc il faut que je fasse attention à ce que je m'arrête au bon endroit pour que derrière, quand j'assemble ma doublure avec la coque extérieure, ça matche pile poil. Donc c'est pour ça que je me dis, je le fais pas ce soir, c'est mort, je suis trop fatiguée. On va réserver ça pour demain soir. Comme je suis en télétravail le lundi, c'est bon, en général à 17 h, j'ai encore la patate. Et j'ai encore suffisamment de neurones pour faire les choses correctement. Donc là, je vais m'attaquer à juste monter ces 2 choses. Au final, j'ai carrément oublié de filmer le montage du col. Comme vous l'avez compris, j'ai monté le col. J'ai également monté la doublure sur le trench coat. Ça a été la partie la plus facile. Ce qui a été le plus compliqué, ça a été tout simplement de me lancer dans de la sous-piqûre entre le trench coat et la doublure. Donc forcément, quand on a une pièce aussi longue, faire une sous-piqûre à ce niveau-là, c'est un peu compliqué parce qu'on a énormément de tissu qui se balade entre le pied de biche et la machine. Donc faut vraiment y aller en douceur, tout doucement, en maîtrisant bien sa sous-piqûre et surtout vérifier régulièrement qu'il n'y a pas un excès de tissu qui vient se mettre en plus sous le pied de biche au risque de créer un faux pli. Donc je prenais mon temps, je relevais régulièrement le tissu pour vérifier en dessous que tout était correct, et ça l'a fait. L'avantage de la sous-piqûre, c'est que ça évite que la parmenture et sa doublure ressortent vers l'extérieur. Mais bon, en soi, c'est bien aussi de finir avec un coup de presse. Comme ça, tout reste bien en place et ça bouge plus du tout. Ça y est, donc j'ai fini de monter, comme vous pouvez le voir, le col. Il est nickel. J'ai également cousu la doublure et sa parmenture sur la coque extérieure. Donc comme vous pouvez voir, le manteau est à l'envers. Hein. Vous voyez la doublure à ce niveau-là.
mais ça marche. La seule chose que j'ai pas encore fini, c'est de faire l'ourlet. Donc en fait l'ourlet, hein, c'est juste l'ourlet qui est rabattu et j'ai ma doublure qui est un peu plus courte mais avec un peu d'aisance pour que ça tiraille pas. Le souci, c'est que j'ai un peu improvisé la longueur de mon manteau parce que quand j'ai découpé initialement la coque extérieure avec le projecteur, je pense que j'ai bougé un peu. Je me suis retrouvée au moment du montage que le devant ici là, il est plus long que la partie parmenture. Forcément, j'ai dû donc tout redécouper la longueur ici pour pouvoir rattraper par rapport à la parmenture. Comme j'ai improvisé, j'ai oublié de conserver une marge de couture sur le côté ici, ce qui fait que du coup là pour la couture ça va être compliqué si j'ai plus de marge à ce niveau-là. C'est pas grave, je vais faire une couture invisible à la main comme ça de l'autre côté, on y verra que du feu. Donc il me reste plus qu'à faire cette couture de l'ourlet et après je passerai sur les dernières finitions, à savoir donc faire la surpiqûre, rajouter les boutonnières et on sera a priori bon pour ce premier prototype. Alors, j'étais sur ma dernière ligne droite, j'étais super fière de moi, j'avais repassé mon ourlet, j'étais à ça de refermer à la main l'ourlet. Et juste avant, je me suis dit, et si je l'installais sur mon mannequin pour me rendre compte de l'effet, du rendu, et surtout vérifier à quoi ressemble mon ourlet. Bien, on m'en a pris, il est pas du tout droit le machin. La ligne droite est là, et le bec est là. Au meilleur endroit, juste devant, histoire qu'on puisse pas le rater. La bonne nouvelle, c'est que j'avais pas encore refermé l'ourlet, j'ai m'apprêté à le faire, donc je vais essayer de garder le truc positif dans ma tête en me disant, c'est bien que je l'ai eu avant d'avoir fermé l'ourlet, et je vais rectifier le tir maintenant pendant que c'est encore possible. Bon, vous l'aurez probablement deviné, je suis extrêmement ravie par la première mouture de mon trench coat. Ouais. Je l'ai fini en fait début mars, première semaine de mars, donc c'était parfait parce que j'ai pu la porter. Parce que là, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est un lainage, c'est vraiment fait pour le grand froid. Donc j'ai pu la porter pendant 3 semaines, 1 mois. C'était vraiment le bon moment pour la finir parce que si j'avais fini un peu plus tard, clairement là, au moment où je vous parle, on est fin avril, il fait trop chaud pour la porter, là je suis en train de crever de chaud. Et c'est toujours très frustrant de finir une pièce pour se dire bon, on va devoir attendre dans 2 saisons avant de pouvoir la reporter. Donc là, au moins, j'ai eu le temps d'en profiter pleinement pendant 3-4 semaines. D'ailleurs, il fait vraiment trop chaud, donc vous m'excuserez, mais je vais passer en mode t-shirt et on le gardera sous la main pour que je puisse continuer à vous en parler. Je l'ai fait à partir d'un tissu lainage, donc il est vraiment chaud, il n'y a rien à redire. Bon. Donc si vous souhaitez vous faire un manteau d'hiver à partir de trench coat, c'est tout à fait faisable, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne très bien. Le deuxième avantage, c'est qu'il est ample. Je l'ai porté une fois avec un pull plus un cardigan, ça passait mais sans problème, c'était très confortable. Et ça, c'est vraiment parce que justement, au niveau des manches raglantes, je l'avais bien rabaissé. Donc à ce niveau-là, on est vraiment bien. Comme mon col, il est ample, je pouvais y intégrer également une grosse écharpe, ça passe sans problème également. Pour le bilan financier, ce tout premier prototype, son avantage, c'est qu'il n'a pas de surcoût. J'ai pas eu à faire d'achat spécifiquement pour faire le prototype. J'ai tout récupéré depuis mon stock. Donc le lainage, la doublure, mais également l'entoilage. En fait, l'entoilage, il y a certaines parties, c'est carrément de la toile que j'ai récupérée de patronage que j'avais fait précédemment. Parce que forcément, quand vous devez entoiler toute la partie parmenture, c'est quand même une longue pièce. Donc l'entoilage, même si vous achetez en grand rouleau, c'est souvent assez fin et du coup, j'avais pas assez de longueur pour entoiler toute la longueur comme ça. Donc l'avantage là, c'est que j'ai pris une toile et je l'ai utilisée sous forme de triplure, c'est-à-dire que je l'ai cousue directement dans les marges de couture. J'ai fait la même chose pour le sous-col, c'est-à-dire que j'ai pris une toile
Et j'ai fait donc plein de surpiqûres pour justement bien renforcer, que ça suive bien la forme de mon col, ça garde bien son arrondi. Mes boutons, je suis allée les récupérer donc dans mon stock de boutons à disposition et il me semble que c'était des boutons qui provenaient d'un ancien manteau. Donc je les avais récupérés et franchement, elles fonctionnent vraiment très bien. C'est bien assorti avec le manteau. Donc même sur ce coup-là, je suis vraiment ravie. Ce premier prototype, il s'est fait tout seul. Parlons maintenant des choses moins réussies. Alors forcément, quand on prend une toile Canva pour faire l'entoilage, surtout si on utilise sur la parmenture avant, ça veut dire qu'à un moment, on va découper les boutonnières et potentiellement à certains endroits, on voit apparaître en fait la toile. C'est-à-dire qu'il y a des petits fils qui dépassent, qui sont des fils blancs, vu que ma toile, elle est blanche et crue en fait. Donc à ce niveau-là, c'est un peu problématique parce qu'on voit apparaître donc sur les boutonnières des bouts de fil de l'entoilage. L'autre erreur, c'est que j'utilisais le mauvaise couleur de fil pour faire mes boutonnières. J'avais pensé que c'était un vert, donc ça irait bien avec le vert du manteau, mais c'est un vert qui est beaucoup trop clair comparé au manteau, donc ça jure un petit peu. Après, c'est pas choquant parce que quand c'est fermé, les boutons sont assez gros pour recouvrir les boutonnières, donc on voit rien. Et quand c'est ouvert, finalement, j'ouvre en grand le manteau, donc vraiment, on voit pas trop les boutonnières, elles sont un peu retournées pour justement valoriser un petit peu plus l'intérieur avec la doublure qui est censée être à terme être une doublure qui est, on va dire, visuellement belle. Ce qui n'est pas vraiment le cas de celle-ci. Hein. Justement, parlant de doublure, la parmenture a été intéressante parce que j'ai utilisé justement le fait que le motif était large sur le bas de ce manteau et donc je l'ai utilisé ici, donc elle fait un beau contraste par rapport au motif qui est fin sur le haut. Par contre, sur la doublure, j'ai utilisé une cotonnade, je pense. Elle est assez lourde et assez rigide et franchement, ça se sent dans le manteau. Déjà, le manteau est un peu lourd. Pour l'hiver, c'est plutôt une bonne chose, ça me réchauffe un peu plus, mais clairement, on sent que le manteau, il est un peu rigide, quoi. Il manque de souplesse, il n'a pas beaucoup de fluidité. Et ça, c'est vraiment principalement à cause de la doublure. Le lainage était aussi un peu épais, mais je pense que la doublure en a vraiment rajouté une couche. Mais c'est bien de s'en rendre compte sur ce prototype-là, parce que finalement, ça me permet de réaliser que pour la prochaine version, qui sera traitée pour faire un trench mi-saison, je vais vraiment prendre les tissus adaptés. Il faudra impérativement que ma doublure soit dans une cotonnade un peu légère, qui soit assez fluide quand même. Et comme je l'ai expliqué au niveau de la doublure manche, là, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus léger tout de suite. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide. Et surtout, c'était très pratique parce que pour enfiler les manches, c'est beaucoup plus glissant que cette partie-là. Continuons sur le tissu. Donc, au niveau du tissu du manteau, il y a eu quelques couacs dès le démarrage. Vous vous rappelez, j'avais un problème parce que j'avais prélevé un échantillon et du coup, j'avais plus assez de place pour faire toutes mes pièces. Donc, dans le dos du manteau, j'avais dû rapporter une pièce donc de 10 par 10. Mais l'avantage, ça ne se voit pas du tout. Parce que comme il y a tellement de motifs, finalement, et en plus, pour rappel, le col vient se rabattre par-dessus, ça se voit absolument pas. Donc ça, à ce niveau-là, c'est super. Au niveau des manches, il y en avait une que j'avais pas pu couper dans le droit fil, elle est dans le biais. Ça se voit pas trop. Sur la manche que j'ai coupée correctement, ça se raccorde mais parfaitement. C'était pas du tout prévu. Ça, c'est un coup de bol. Je m'en suis rendu compte en faisant l'essayage, le premier essayage même, c'est la manche gauche qui est parfaitement raccordée avec le corps du vêtement. Comme vous pouvez le voir, ça suit. C'est nickel. Enfin, pour la partie, le droit fil sur le devant, où on voyait qu'effectivement, il fallait que je refasse une petite pince pour redresser, pour avoir vraiment la taille bien parallèle au sol. Je l'ai pas changé, hein. Je vous l'avais expliqué, ce serait pas joli de faire une pince en plein milieu avec les motifs qui seraient donc vraiment visibles sur la partie où on aurait repincé. Donc, on a toujours effectivement ces deux pièces devant qui auront tendance à se recroiser sur l'avant, mais c'est pas visible parce que quand j'ai fermé avec des boutons, ça se redresse naturellement vu que le boutonnage force un peu à être bien droit. Et quand c'est ouvert, ça a tendance à être bien ouvert largement avec justement la partie parmenture qui apparaît. Rien de choquant. J'ai modifié justement le patron que je viens de digitaliser pour corriger cette erreur-là. Donc sur la version finale, on n'aura même pas ce problème-là. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, quels sont mes next steps? Je viens de vous le dire déjà, j'ai digitalisé mon patron parce que forcément, je vais devoir le grader. Donc il faut le digitaliser pour pouvoir le grader. Et ensuite, donc, je vais le grader sur plusieurs tailles, mais je vais surtout tester la taille 44 sur une morphologie différente de la mienne. J'ai la chance que ma mère et moi, on soit pas loin en termes de taille, mais par contre, en termes de morphologie, on est un peu à l'opposé et elle est plus grande que moi. Ça va me permettre justement de tester le trench sur elle. Et aussi, bien entendu, je vous l'ai dit, je veux faire un deuxième prototype qui sera dans une gabardine et une cotonnade en termes de doublure pour vraiment reproduire le trench de Cézanne. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu à mon dernier sondage pour choisir la doublure. Donc depuis, sachez que le trench coat a été monté et franchement, j'ai très hâte de vous en parler. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Ah, et puis au passage, je vous profite pour vous présenter un de mes nouveaux colocataires. Je vous en parlerai plus la prochaine fois. Sur ce, je vous fais des bisous. À bientôt!